Il est un procédé utilisé par des écologistes pour donner une seconde vie aux déchets. Vous comprenez qu'il s'agit du recyclage. Mesdames et messieurs, bonjour. Face à la pollution de l'environnement due aux déchets, un seul mot résonne, agir. Et nous avons donc rencontré un jeune Congolais entrepreneur qui agit en transformant les déchets solides en charbon écologique. Mais avant d'en parler, je vous prie de découvrir ce portrait autour de l'économie bleue. Apparu dans les années 90, le concept économie bleue désigne l'utilisation durable et la conservation des ressources aquatiques dans les milieux marins et d'eau douce. Elle vise notamment à favoriser la croissance économique durable tout en protégeant l'environnement aquatique. L'économie bleue repose sur la mise en place et le développement durable des activités comme la pêche, l'aquaculture, le tourisme, le transport maritime et bien d'autres, dès lors qu'elles sont réalisées de manière intégrée, équitable et cruciale. Ces activités contribuent à améliorer la santé des écosystèmes aquatiques en établissant des mesures de production et de restauration. Justement, dans le cadre de la promotion de l'économie bleue, les pays membres de la CCBC, Commission Climat du Bassin du Congo, dont la République du Congo signait en 2017 un mémorandum d'entente portant création du Fonds bleu pour le bassin du Congo. L'opérationnalisation de cet outil financier de la CCBC permet de mobiliser les ressources nécessaires auprès des investisseurs pour la mise en œuvre des programmes et projets dans le cadre du développement durable. Par ailleurs, il vise le développement africain qui répond aux enjeux climatiques à l'échelle continentale et mondiale. À noter que la BDEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, est l'institution financière en charge de la gestion du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Afrique Environnement Plus, c'est aussi l'actualité environnementale. Au Congo, la sphère environnementale a été dominée par la déclaration du gouvernement à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du zéro déchet et la descente du Premier ministre dans la biosphère de Dimonika. Face à la crise écologique constatée depuis quelques années dans la réserve de la biosphère de Dimonika, dans le département du Kwilu, le gouvernement congolais est passé à l'acte. Le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso est allé sur les lieux le 8 avril dernier pour constater l'ampleur de la dégradation des sols, la déforestation et la pollution des eaux dues aux activités d'orpaillage à grande échelle. Accompagné de quelques membres du gouvernement, entre autres, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, la ministre de l'Économie forestière, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien, la délégation a été accueillie par un paysage dévasté. À l'issue de cette visite, le Premier ministre a réaffirmé la volonté de restaurer les écosystèmes et a promis d'imposer le respect des lois en vigueur. Le scandale écologique que nous avons constaté mérite d'être arrêté, a-t-il déclaré. Reconnue comme patrimoine mondial de l'UNESCO, la biosphère de Dimonika est un joyau écologique qui joue un rôle crucial dans la séquestration du carbone et la régulation du climat. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en cette journée internationale du zéro déchet, l'occasion est une fois de plus donnée au gouvernement de la République du Congo de réaffirmer son engagement en faveur de la protection de l'environnement et de la promotion d'un développement durable. Cette journée, instituée le 14 décembre 2022 par l'Assemblée générale des Nations unies par la résolution intitulée « Promouvoir l'adoption d'initiatives zéro déchet pour appliquer le programme de développement durable à l'horizon 2030 » nous offre
l'opportunité de réfléchir sur nos pratiques quotidiennes et de renforcer nos actions pour réduire, réutiliser et recycler les déchets. En cette année 2025, le thème retenu pour cette journée porte sur l'inclusion du secteur du textile en général et de la mode en particulier dans une économie circulaire où la production de déchets ira en diminuant. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, pour comprendre l'ampleur du défi, les chiffres nous édifient. Chaque année, l'humanité est responsable de la production de 2,1 à 2,3 milliards de tonnes de déchets urbains solides, un chiffre alarmant qui menace non seulement notre bien-être, mais aussi celui de la planète. La gestion inadéquate de ces déchets, couplée à un accès limité aux services de collecte, près de 2,7 milliards de personnes exacerbent la pollution et ses conséquences néfastes sur le climat, la biodiversité et la santé humaine. Face à cette réalité, la Journée internationale du zéro déchet est un appel urgent à repenser nos habitudes de consommation et de production. Et cela passe par un refus du gaspillage et de la surconsommation. Au Congo, cette journée sera célébrée dans un contexte national marqué par une production accrue des déchets textiles exacerbés par l'importation massive des vêtements usagés d'origines diverses. Il est urgent d'agir maintenant. La première célébration de cette journée en 2023 a marqué un tournant rassemblant des millions de personnes autour de la vision commune d'un avenir sans déchets. Transformer les déchets solides en charbon écologique, c'est une manière de lutter contre la pollution de l'air. Et on en parle avec Alain Gloire Kouzongila, qui est notre invité du jour. Bonjour, Monsieur Gloire. Bonjour, Madame la journaliste. Comment allez-vous, Monsieur Gloire? Je vais très bien, et vous? Ça va aussi, on est là. Merci d'être notre invité aujourd'hui. Vous êtes le promoteur de la start-up Eco. C'est quoi donc cette start-up? Voilà, la start-up Eco, pour commencer, la start-up Eco est composée de 6 membres. La start-up Eco œuvre dans le domaine de l'environnement, plus précisément dans le recyclage des déchets. Et d'où vous est donc venue cette idée de créer la start-up Eco? Ouais, donc la start-up Eco est née d'une passion commune. Il faut d'abord souligner cela. On a suivi une formation érigée par l'ONG Éveil d'Afrique, dont M. Nkaya Iguan, on est les responsables. Donc c'est après cette formation, portant sur le métier de l'économie verte, que nous est venue cette idée de mettre en place les compétences acquises lors de cette formation. Donc ça a commencé par moi d'abord, parce que c'est moi l'initiateur de ce projet. Ça a commencé par un exercice. On nous a donné un exercice lors de la formation, faire à la maison. Je suis allé à la maison. J'ai mis tout mon cœur dans cet exercice et c'est ce qui a donné la Startup Eco. Quels sont les différents projets que vous avez mis en œuvre dans cette start-up? Voilà. Pour le moment, on a déjà 2 projets qu'on a mis en œuvre, donc le recyclage des déchets et un projet agricole portant sur la culture des l'oignon rouge. D'accord. Et nous sommes intéressés sur cette culture, cette fabrication du charbon écologique. Et aujourd'hui, quelle est donc la place du charbon écologique justement dans la lutte contre la pollution de l'air? Le charbon écologique, ça occupe une place importante, je dirais même indispensable. Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons que la pollution devient tellement intense, c'est parce que la population n'a pas encore cette prise de conscience des enjeux environnementaux. La population n'est pas encore conscientisée comme il faut. Et si la population devenait être consciente de cette pollution de l'air, je pense que tout ce qui est comme, par exemple, déforestation, la pollution de l'air, ça sera quelque chose qu'on va réduire ça au maximum. Puisqu'on ne peut pas éradiquer ça, mais on va réduire ça au maximum. Donc, d'où l'initiative de faire le charbon écologique, c'est pour réduire cette pollution de l'air du mieux possible. Du charbon écologique, vous le savez déjà, ce n'est pas une notion qui s'est complètement intégrée dans les ménages parce que pour certains, on va le découvrir. Est-ce que, surtout que
les ménages sont habitués avec du charbon fait à partir du bois. Comment comptez-vous mener ce combat pour faire intégrer votre charbon écologique au niveau national? La population congolaise est habituée à utiliser le charbon ordinaire, mais on pense bien qu'avec les temps, bon, ce que nous faisons, ce sont des métiers futurs. Parce qu'aujourd'hui, ces métiers ne sont pas encore intégrés dans la société congolaise. Mais chaque chose a un début. Et nous voulons être ces initiateurs qui feront de leur mieux pour intégrer ces métiers dans les foyers, notamment par une bonne communication. Est-ce que vous allez procéder par des campagnes de sensibilisation, vous allez faire du porte-à-porte, ou bien vous allez passer des annonces à la télévision pour sensibiliser? Oui, ça fait partie d'une de nos stratégies de vente. Et on fera une grande campagne de marketing. Parce que tout part d'abord de la sensibilisation. Si quelqu'un ou quelqu'un n'est pas sensibilisé, comment il va avoir le courage ou bien voilà, l'information nécessaire pour aller acheter du charbon écologique. Donc, on va d'abord commencer par ça, le marketing, parce que c'est très important. J'ai bien remarqué en image, il y a justement ce charbon que vous avez allumé. On remarque qu'il ne dégage pas assez de fumée. Qu'est-ce qui expliquerait cela? Bon, ce qui explique cela, c'est parce que lorsque nous fabriquons le charbon à base de carton, voilà, nous mettons tout ce qu'on peut pour faire à ce qu'il n'y ait pas assez de fumée. On a commencé par des expériences, la première expérience, la deuxième expérience et la troisième expérience. Donc, ça n'a pas été facile, mais on a fait une première expérience, on s'est rendu compte qu'il y avait de fumée. Il fallait encore refaire les choses. On a refait, il y avait encore un peu de fumée. Donc, la troisième expérience, c'est ce que vous avez vu, ce qui a donné un charbon écologique sans fumée. Est-ce qu'il y a des substances qui ont été éliminées ou vous pouvez nous dévoiler ce petit secret? L'eau que nous buvons, les cartons, nous traitons cette eau. Au début, nous avons fait l'appel à un docteur de l'université Denis Sassou Nguesso. Il est venu et donc c'est lui qui est spécialisé à traiter cette eau avec tout son savoir-faire. C'est un chimiste. Donc, il met tous les produits nécessaires pour éliminer tout ce qui est comme chlore, voilà, tous les composants qui composent les cartons. Nous allons donc découvrir la transformation de ces déchets solides en charbon écologique et c'est justement dans cet élément. Nous sommes ici pour vous expliquer le processus de la fabrication du charbon écologique. Premièrement, nous commençons par la descente sur le terrain. Déjà, on fait quoi? On caractérise le déchet. Quel déchet? Nous avons du carton, du copeau, du papier et peut-être d'autres déchets appelés déchets verts. Nous faisons ensuite la collecte. Nous faisons la collecte du dit déchet. Nous collectons le déchet et après, nous le trions. Le trions et après, nous le transportons. Parfois, le tri peut se faire a priori ou a posteriori, c'est-à-dire avant le transport ou après le transport. Et après cette phase de tri, nous valorisons le déchet en le transformant en charbon écologique. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est du carton. C'est du carton. Nous avons déjà eu à collecter notre déchet, qui est celui-là, le carton seulement. C'est moi du carton parce qu'il n'y a pas de papier, juste le carton. Nous l'avons trié, nous l'avons transporté, nous l'avons imbibé d'eau. C'est-à-dire pendant 3 à 4 jours, histoire que ça puisse se décomposer et qu'on puisse bien exécuter le processus du broyage. Après cette étape d'imbibation, je pense qu'après ça, on les met, voilà, on fait ceci, je le compresse bien, voilà. Et après je le mets ici dans notre broyeur manuel, artisanal on va le dire. Après ça on va broyer avec nos pilons. Alors, cette phase nous permet tout simplement d'obtenir une pâte de ce carton imbibé d'eau afin de passer à l'autre phase qui est la phase la plus importante de notre processus de fabrication de notre charbon écologique. L'ajout d'eau est très important.
et afin d'obtenir une pâte. Là, j'ai fini de piler. Voilà à quoi ressemble notre carton après l'écrasement de façon manuelle, qui est la solution, c'est d'obtenir une pâte. Une pâte nous permettant de compacter notre charbon. Alors, après avoir obtenu une pâte, nous passons au compactage. Et le compactage se fait avec des moules. Et pourquoi avec des moules? C'est pour donner la forme que nous avons devant nous ici. Donc, je prends la pâte, je mets dans le moule. Ensuite, je prends le pilon pour bien compacter afin de ressortir de l'eau et d'éviter des trous d'air. Donc, je compacte très bien. J'ajoute encore la pâte. Voilà le résultat que nous obtiendrons après avoir compacté. Alors, nous avons suivi avec vous, Monsieur Gloire, la fabrication. C'est vrai, vous en êtes le cerveau penseur. Vous avez toute une grande équipe qui vous accompagne. Certainement, ce sont vos collaborateurs. Et nous avons constaté que c'est un travail qui se fait manuellement. Quelles sont les difficultés que vous éprouvez? Ouais, les difficultés que nous éprouvons sur le terrain est vraiment énorme. Parce que du début jusqu'à la fin, le travail se fait manuellement, je dirais de manière archaïque. Alors que c'est ce qui ne nous facilite pas la tâche. Lorsque nous travaillons de façon archaïque, il faut comprendre qu'on ne produit pas assez. Parce que en une seule journée, nous faisons maximum 250 charbons. Alors que si nous avons des machines, on devait fabriquer au moins 3000 charbons par jour, des machines de four. Alors donc, tout se fait à la main. Et donc, ça devient en quelque sorte pénible, très difficile pour nous. Rien que même le transport, d'aller chercher les déchets de partout là où le déchet y est, pour emmener ça dans notre atelier là où nous travaillons. Voilà, nous faisons au moins 3 km pour ramasser ces ordures. Alors, vous voyez que ce n'est pas facile. Lorsque vous dites 250 charbons, est-ce qu'il s'agit de ces briquets, de ces petits bâtonnets, ou bien il s'agit du charbon quantifié en grammes ou en kilos? Lorsque je parle de 250 charbons, ce sont des briquets de charbon que vous avez vus. Il y en a plusieurs, comme j'ai su le dire au début. Déjà, les difficultés, surtout pour avoir des contrats, voilà, ce n'est pas facile parce que nous œuvrons dans le secteur de l'environnement, alors que le secteur de l'environnement, lorsque nous partons toquer, bon, voilà, nous savons tout ce qui se passe. Mais... Et vous êtes jeune, nous sommes tous deux jeunes, vous œuvrez dans ce domaine vert qui aujourd'hui nécessite beaucoup de communication pour l'acceptation déjà de la notion auprès des jeunes. Quel est le regard? Je vous ai vu à pied d'œuvre, sinon j'ai vu votre atelier, dans quel quartier il se situe. Il y a des jeunes autour. Quel est le regard de ces jeunes en constatant ce que vous faites comme travail? Je dirais tout simplement que les jeunes sont stupéfaits parce que pour eux, c'est quelque chose de nouveau. Et beaucoup de gens me rapprochent pour me dire, pour venir travailler avec moi. Parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Et là, maintenant, ils ont su, grâce à la Startup Eco,
Donc les jeunes sont vraiment dans cet esprit de travail, puisqu'ils veulent travailler avec nous. Mais comme pour le moment, on n'a pas assez de ressources, et donc vous voyez, ces jeunes-là sont encore en attente. Nous remarquons qu'il y a d'autres ONG qui œuvrent déjà dans le recyclage du plastique en les transformant en pavés. À votre niveau, quelle sera votre plus-value? Voilà, donc il faut noter que la Startup Eco va se baser fondamentalement sur les 3 piliers, qui est rien d'autre que l'environnement, l'économie et le social. Pourquoi l'environnement? C'est pour assainir la ville, prendre tout ce qui est déchets plastiques et pour en faire le pavé. Pourquoi social? Social, c'est pour le cadre de l'urbanisation. Pourquoi économique? C'est dans le cadre d'embauche. Il faudra embaucher les jeunes à travailler avec nous et aussi réduire les coûts des pavés sur le marché. Alors, Monsieur Alain Gloire Kouzongila, quel est donc votre message à l'égard de ces jeunes qui vous suivent en ce moment? Donc, mon message vis-à-vis des jeunes qui me suivent actuellement, je demande seulement à la jeunesse congolaise d'être plus créative. Voilà, la créativité, c'est ce que moi je demande à la jeunesse congolaise, d'être plus attentionné, d'être plus passionné. Parce que si vous êtes passionné de quelque chose, vous finirez toujours par arriver. Donc c'est ça mon message vis-à-vis de la jeunesse. Et aussi d'avoir foi, de croire en eux-mêmes. Parce que c'est ça, nous voulons tous que... Et aussi d'être passionné, de croire en eux-mêmes. Voilà, pour être indépendant à la longue. Donc, ce qui signifie que vous ne visez pas la fonction publique? Non. C'est par ce rire donc que nous mettons un terme à ce plateau. Nous avons reçu M. Alain Gloire Kouzongila, qui est donc promoteur de la Startup Eco. Vous comprenez qu'il recycle les déchets solides en les transformant en charbon écologique. C'était donc tout pour Expertise. La protection des tourbières a été au cœur d'un atelier qui a réuni les experts en questions environnementales à Brazzaville et on en parle dans Focus. Vieilles de plus de 10 000 ans, les tourbières du bassin du Congo sont un trésor capital pour l'équilibre climatique de la planète. Au-delà de ses avantages écologiques, économiques et culturels, ces puits de carbone sont menacés par la crise climatique, la surexploitation des ressources naturelles, la pollution, la déforestation et autres exploitations abusives de la nature. Face à cette vulnérabilité des tourbières, les spécialistes en questions environnementales des institutions publiques et privées venues du Kenya, du Cameroun, de la République démocratique du Congo et de la République du Congo se sont réunis du 18 au 20 mars dernier à Brazzaville dans le cadre du 2e atelier annuel de coordination et d'apprentissage du projet Sécuriser les réserves cruciales de biodiversité, de carbone et d'eau dans les tourbières du bassin du Congo grâce à une prise de décision éclairée et une bonne gouvernance. Ces assises ont permis aux participants de faire entre autres le point de la mise en place d'un environnement favorable pour la protection de la biodiversité et des habitats des tourbières. Placée sous le patronage de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, la cérémonie de clôture du dit atelier a permis au chef de l'unité biodiversité, population et paysage du programme des Nations Unies pour l'environnement, Juan Carlos Vázquez Murillo, de rappeler les acquis obtenus grâce à cet atelier tout en soulignant les différentes recommandations formulées par les participants. Ces 3 jours de travaux intenses ont été marqués par des échanges riches et constructifs. Nous avons eu l'opportunité de partager les avancées du projet, qui sont nombreuses. Le projet a appris à décoller, a pris sa vitesse de croisière, identifier les défis persistants et de formuler ces recommandations stratégiques était un des objectifs qu'on a rempli pendant ces 3 jours pour la suite de nos actions. Les recommandations issues de cet atelier mettent en lumière des pistes concrètes pour renforcer la protection et la gestion durable de ces écosystèmes. Parmi elles, je retiens la nécessité de renforcer les capacités locales en matière de surveillance et de gestion des tourbières, l'importance de continuer à mobiliser des financements internationaux
pour soutenir les initiatives de conservation et gestion des tourbières, y impliquant les universités locales et les acteurs locaux qui produisent beaucoup de connaissances qui n'est pas toujours connues de l'opinion publique mondiale, et l'urgence de sensibiliser davantage certains décideurs et le grand public à l'importance de ces écosystèmes. Co-organisateur de cet atelier, le ministère de l'Environnement et du Développement durable de la RDC, représenté par son secrétaire général, Benjamin Touarambé, a suggéré des recommandations supplémentaires pour améliorer la mise en œuvre de ce projet. 1. Arrimer certaines interventions du projet sur les initiatives nationales au niveau de 2 pays. 2. Améliorer la communication en informant les pays sur les réalisations des activités ainsi que les résultats atteints. 3. Améliorer l'interface et la connexion entre la science et la politique. 4. Tenir compte du travail programmé et réalisé par les dynamiques nationales à travers la mise en œuvre de leurs feuilles de route. Engagée dans la protection de l'environnement en général et des tourbières en particulier, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission climat du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, a saisi cette occasion pour marteler sur la nécessité de protéger les tourbières. Connaître, préserver et restaurer les écosystèmes des tourbières est aussi crucial pour atténuer le changement climatique que la capacité de nos forêts à assurer l'objectif de la neutralité carbone. Il me plaît de constater qu'après 3 jours d'échanges, de partage et concertation, vous êtes parvenus aux résultats escomptés et je vous exprime toutes mes félicitations. Ce deuxième atelier annuel de coordination et d'apprentissage du projet sécuriser les réserves cruciales de biodiversité, de carbone et d'eau dans les tourbières du bassin du Congo grâce à une prise de décision et une bonne gouvernance a tenu ses promesses à en croire les participants. En rappel, la RDC, le Congo et l'Indonésie, à l'issue de la réunion des partenaires de l'Initiative mondiale pour les tourbières, tenue à Brazzaville en 2018, signaient la Déclaration de Brazzaville, axée sur une meilleure gestion et conservation de la zone de la cuvette centrale dans le bassin du Congo. Face aux enjeux environnementaux, plusieurs événements et initiatives sont lancés sur le plan national et international. Découvrons donc l'agenda du jour. Brazzaville abritera du 22 au 25 avril 2025 à l'hôtel Grand Lancaster le premier forum multi-acteurs sur le développement de la communication et de l'information environnementale dans le bassin du Congo, FOMADECI-BC. Le thème choisi est la communication comme outil stratégique pour l'atteinte des objectifs de la conservation et de la lutte contre le changement climatique. Près de 100 journalistes et une cinquantaine de communicants sont attendus avec une dizaine de tables rondes à l'honneur. Du côté de Paris en France, Change Now 2025 revient du 24 au 26 avril 2025 au Grand Palais sous une forme d'exposition universelle des solutions pour la planète. Au programme, 200 conférences animées par 500 intervenants internationaux pour parler des grands défis climatiques, la biodiversité et l'inclusion. Enfin, le 22 avril 2025, c'est la célébration de la Journée internationale de la Terre nourricière. Un événement qui rappelle la nécessité de passer à une économie plus durable qui bénéficie à la fois à l'humanité et à la planète. Le thème retenu est « Notre pouvoir, notre planète ». Cette édition met l'accent sur l'énergie renouvelable avec un objectif mondial de tripler la production d'électricité propre d'ici 2030. Donner une seconde vie aux déchets, c'est toujours possible.
Mesdames et messieurs, je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine Afrique Environnement Plus.